jolting little left hook that shook how... Tout le monde se souvient de lui, comme du gamin de 20 ans qui brisait des os. Mais en 1990, à Tokyo, le monde a vu l'invincible s'effondrer. And without any distractions, I believe that you'll go down in history as the greatest heavyweight champion. Alors aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment l'homme le plus craint de la planète est-il passé de la gloire absolue à une cellule de prison. Voici l'histoire, de la chute la plus brutale de l'histoire de la boxe. Nous sommes en 1966. Retenez bien cette date. Quelque part au sein de New York, l'un des plus grands athlètes ayant jamais foulé cette terre venait de voir le jour. Cet enfant allait, en un temps record, devenir l'homme le plus redouté de la planète. On ne le craignait pas seulement pour la bête qu'il devenait, une fois enfermé entre les cordes d'un ring, mais surtout pour l'homme qu'il s'était forgé en dehors. Et là on se pose la question, quelles sont les philosophies secrètes, les rouages psychologiques qui permettent à un homme de posséder une telle aura? Comment a-t-il pu atteindre le sommet du monde avec une vitesse aussi foudroyante? En vérité, pour comprendre Mike Tyson, il ne faut pas regarder ses poings, mais plutôt son esprit. Parce que, à l'âge de 15 ans, alors que la plupart des adolescents de sa génération cherchent encore leur place, Mike commençait déjà à étudier les vies et les préceptes des conquérants les plus impitoyables de l'histoire. Il ne lisait pas des romans, non. Il analysait les stratégies d'Alexandre le Grand, les campagnes de Napoléon, la cruauté méthodique de Gengis Khan. Il s'imprégnait même des philosophies sombres et tortueuses de Machiavel. Rien dans son parcours n'est dû au hasard. S'il était devenu champion du monde si vite, s'il a régné en maître absolu pendant si longtemps, c'est parce qu'il avait l'esprit d'un empereur avant même d'avoir les gants d'un champion. Pourtant, le point de départ était une condamnation à l'oubli. Mike est né à Brownsville, un quartier de Brooklyn, où la criminalité est une seconde nature. On peut le dire sans trembler. Son enfance fut un traumatisme permanent. Les bagarres brutales n'étaient pas des événements isolés. C'était le décor de son quotidien. Benjamin d'une fratrie de 3 enfants, il subit l'abandon de son père alors qu'il n'a que 2 ans. Ce départ laisse sa mère seule, écrasée par la pression colossale d'élever 3 garçons dans la jungle urbaine. Souvent, elle devait s'absenter pendant des jours entiers pour tenter de ramener de quoi survivre, laissant Mike et ses frères livrés à la négligence, à la solitude et à la malnutrition. À seulement 13 ans, le destin de Mike semblait déjà scellé. Il avait été arrêté 38 fois. Le petit vol était devenu une routine, un mode de survie. À l'école, il était la cible des moqueries, harcelé sans relâche, ce qui rajoutait une couche insupportable d'insécurité et d'isolement à son existence déjà fragile. Mais il y avait une douleur encore plus profonde, un secret qu'il n'avait jamais révélé à personne à l'époque, une agression sexuelle par un homme plus âgé. Alors qu'il était enfant, il s'était tu. Il s'était emmuré dans le silence par peur de paraître faible, dans un monde où la faiblesse est une sentence de mort. Puis, le choc final, sa mère Lorna s'éteint alors qu'il n'a que 16 ans. Cette jeunesse brisée a indubitablement servi de combustible pour allumer le feu qui brûlait en lui. Plus tard, en repensant à sa mère, Mike confiera avec une émotion brute: « Je n'ai jamais vu ma mère heureuse avec moi, ou fière de moi pour quoi que ce soit. Elle ne me connaissait que comme ce gamin sauvage qui courait les rues, qui rentrait à la maison avec de nouveaux vêtements qu'elle savait pertinemment que je n'avais pas payés. Je n'ai jamais eu la chance de vraiment lui parler, de la connaître. Sur le plan professionnel, ça n'a pas d'effet. Mais sur le plan personnel, c'est une douleur qui vous écrase. C'est à 13 ans que sa trajectoire dévie. Il commence l'entraînement de boxe avec un ancien boxeur, Bobby Stewart. Pour Mike, le ring n'est d'abord qu'une extension des bagarres de rue qu'il connaît trop bien. Mais après 3 mois sous la houlette de Stewart, la rencontre de sa vie a lieu. On lui présente Cus D'Amato. Cus n'est pas qu'un entraîneur, c'est un architecte de la volonté. Il a façonné des légendes, comme Mohamed Ali. C'est lui qui va véritablement propulser la carrière de Tyson, mais il va faire plus que cela. Il devient son tuteur légal, sa figure paternelle, le pilier que Mike n'avait jamais eu. L'ascension est météorique. En 1985, Tyson fait ses débuts professionnels. Il pulvérise Hector Mercedes par KO dès le premier round. Il a 18 ans et le monde vient de sentir un séisme. Mais le chef-d'œuvre de sa carrière arrive en 1988 face à Michael Spinks. C'était le choc des titans. Les 2 hommes étaient invaincus. Tyson affichait 34 victoires, 0 défaites, dont 30 par KO. Spinks, lui, arrivait avec 31 victoires et 21 KO. Tout le monde voyait ce match comme l'ultime confrontation pour désigner le seul et unique champion du monde des poids lourds. Spinks détenait le titre prestigieux de The Ring, mais la réalité fut une démonstration de terreur. Tyson a envoyé Spinks au tapis 2 fois, dans les 91 premières secondes du premier round. La deuxième chute fut définitive. Spinks ne s'en remettrait jamais. Ce soir-là, Tyson n'était pas seulement un boxeur. Il était devenu le roi incontesté de la catégorie reine. Son secret, une quête obsessionnelle de l'avantage. Tyson était prêt à n'importe quel sacrifice pour surpasser ses rivaux. S'il savait qu'il ne faisait pas quelque chose, lui se faisait
faisait un devoir de le faire. C'est pour cette raison qu'il s'arrachait au sommeil à 3 heures du matin, pour courir 6 km dans l'obscurité. Il utilisait sa colère noire, la transformait en carburant pour alimenter une discipline terrifiante. Il a prononcé cette phrase qui restera gravée dans l'histoire du sport: la discipline, c'est faire ce que vous détestez, comme si c'était quelque chose que vous aimiez. Pour lui, l'adversité est un filtre. Elle rend le fort plus fort et le faible plus faible. C'est la pression qui vous construit ou qui vous broie. Tyson pensait que la discipline fabriquait des hommes durs. Il disait: chaque homme dur est capable d'être un tueur, mais chaque tueur n'est pas capable d'être un homme dur. Pourquoi? Parce que le tueur cherche à arrêter la douleur par le meurtre, car il ne peut pas l'endurer. L'homme dur, lui, habite la douleur, il l'apprivoise. En 1986, en terrassant Trevor Berbick, il devient à 20 ans le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire. Il avait tout donné pour ce moment, absolument tout. Son focus était total, presque inhumain. Si vous le voulez assez fort, vous devez être prêt à sacrifier tout ce que vous aimez et qui ne contribue pas à votre but. Que ce soit les femmes ou les jeux vidéo, cela ne peut pas être une part significative de votre vie pendant que vous grimpez vers le sommet. Et le talent dans tout ça, Tyson balaye l'idée d'un revers de main. Je ne crois pas au talent. Certes, certaines personnes en ont et ça aide, mais tant que vous avez de la détermination et de la volonté, c'est tout ce dont vous avez besoin. Vous devez posséder la volonté féroce de gagner. À son apogée, son régime d'entraînement relevait de la torture volontaire. 2000 abdos, 500 à 800 dips, 500 pompes, 500 hausses d'épaule avec une barre de 30 kg. Sans oublier le jogging, les séances spécifiques pour le cou, le travail de ring exténuant et 80 dans 10 minutes de vélo d'appartement. Pour Mike, la discipline, c'était cette capacité de se faire mettre à terre et de se relever encore et encore. Ce n'était pas qu'une question de muscles, c'était une question de structure mentale. Ces traumatismes d'enfance, au lieu de l'estropier psychologiquement, comme cela arrive à tant de gens, sont devenus les fondations de sa force. Il a appris, dans la souffrance, à être confortable dans l'inconfort. Ses détracteurs critiquaient un peu sa méthode hardcore, y voyant de l'autoprivation plutôt que de l'autodiscipline. Mais Tyson savait que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il voyait ces gens envier la vie facile, sans comprendre que derrière le luxe se cachant souvent la tristesse et l'avidité. Lui, à travers sa rigueur, avait trouvé un sens, un but. Il citait souvent le président Eisenhower. La liberté, c'est l'opportunité pour l'autodiscipline. L'excès sans retenue mène inévitablement au dysfonctionnement. Cruz D'Amato a été l'alchimiste de cette transformation. Il a appris l'étincelle de confiance qu'il voyait chez le jeune Mike pour en faire un brasier rugissant. Il l'abreuvait d'encouragement positif, lui interdisant de mettre la moindre limite à son potentiel. Cus lui expliquait que ceux qui doutaient d'un tas de lui le faisaient en tête uniquement parce qu'ils avaient déjà abandonné leurs propres rêves. Ce n'était pas personnel. Il voulait juste que Mike reste dans la même cage qu'eux. Mais la confiance ne s'achète pas et elle ne se décrète pas. Tyson savait qu'on ne gagne pas en assurance en criant des affirmations devant son miroir. La vraie confiance se gagne dans le sang, dans l'adversité et dans l'entraînement. Sans cela, ce n'est que de l'arrogance fragile. Vous devez être un champion dans votre tête avant de porter la ceinture. Entraînez-vous, pensez et agissez comme un champion et vous finirez par en devenir un. Dans une interview restée célèbre, il confiait: je suis un rêveur, je dois rêver et tendre vers les étoiles. Si je manque une étoile, alors j'attrape une poignée de nuages. Il considérait les objectifs non atteints comme de simples délires, à moins qu'ils ne soient soutenus par une action massive pour les transformer en réalité. C'est cette volonté de vaincre et non le talent ou la génétique qui a fait de lui ce qu'il est. Quand vous avez cette faim, aucun aspect négatif de votre vie ne peut être un désavantage. Que vous soyez pauvre, que vous soyez petit ou que vous vous trouviez laid, si le désir de grandeur vous habite, ces détails n'ont plus aucune importance. Ce ne sont que des obstacles imaginaires que l'on s'impose pour se donner une excuse de ne pas essayer. La grandeur, c'est précisément cela, transformer ces délires en réalité tangible. Sans sacrifice, sans travail acharné, vos rêves resteront des mirages. Vous devez croire que votre présence ici a un sens. Vous êtes là pour enrichir le monde. Tyson en était convaincu. Si vous ne croyez pas que vous pouvez être cette personne d'exception, vous ne le serez jamais. Il n'y a rien de plus puissant que la confiance. Elle engendre le succès. Et le succès, à son tour, vient de nourrir la confiance. C'est un cercle vertueux qui vous rend invincible. Vous devez devenir un annihilateur de doutes, un prédateur de vos propres pensées négatives, chaque jour, sans exception. Plus D'Amato disait que la boxe, c'était 10% de physique et 90% de psychologie. Mike Tyson était l'incarnation vivante de cette théorie. Il était obsédé, totalement dévoué à sa mission. Il avait fini par comprendre que les biens matériels n'étaient que du vent, les ceintures, de simples accessoires. Ce qui comptait, au plus profond de son âme, c'était la certitude absolue qu'il était, bel et bien, le meilleur. Le monde entier était à ses pieds. Mais, dans l'ombre, les fondations de l'empire Tyson commençaient à se fissurer. Tout a basculé avec la perte de son ancrage, de sa boussole, la mort de Cruz D'Amato. Sans le vieil homme pour canaliser sa rage et discipliner ses démons, Mike s'est retrouvé seul dans une mer de requins. La discipline, ce socle sur lequel il avait bâti sa légende, a commencé à s'effriter sous le poids de la gloire, de l'argent facile et des mauvaises fréquentations. Le premier séisme survient en 1980 à Tokyo. Mike Tyson affronte Buster Douglas. Tout le monde, c'est une formalité. Les parieurs ne donnent aucune chance à Douglas. Mais Tyson n'est plus le Spartiate qui courait à 3 heures du matin. Il arrive sans préparation, l'esprit embrumé par l'arrogance et les excès. Ce soir-là, l'invincible s'écroule. Le monde regarde, pétrifié. Le prédateur se fait dévorer
défiguré par sa propre négligence. Tyson est mis KO. Le mythe de l'invincibilité vient de voler en éclats. Puis, la chute ne fut plus sportive. Elle devint humaine. En 1991, l'ombre qui planait sur la vie de Mike finit par l'engloutir totalement. Celui qui étudiait les conquérants avait oublié une leçon essentielle. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Dans une chambre d'hôtel d'Indianapolis, le destin bascule. Desiree Washington, une jeune candidate à un concours de beauté de 18 ans, accuse l'icône de l'avoir violée. Le procès qui suit n'est pas qu'une affaire judiciaire, c'est le lynchage public d'une idole déchue. Devant les caméras du monde entier, le prédateur des rings apparaît sous un jour nouveau, celui d'un homme incapable de maîtriser ses pulsions, un homme qui a confondu la force avec le droit de disposer d'autrui. Le verdict tombe comme un coup près, plus lourd que n'importe quel uppercut. Reconnu coupable, Mike Tyson est condamné à 6 ans de prison ferme. Le roi du monde devient le matricule 92, 23, 35. En 1992, les portes de l'Indiana Youth Center se referment sur lui. Derrière les barreaux, Tyson ne perd pas seulement sa liberté, il perd les années les plus précieuses de sa carrière, le sommet de sa forme physique. C'est dans le silence de sa cellule, loin des projecteurs et des hurlements de la foule, que Mike va entamer sa transformation la plus inattendue. Entre les 4 murs de sa prison, celui qui ne jurait que par la force brute commence à chercher une paix qu'il n'a jamais connue. À l'image de son idole Mohamed Ali, des décennies plus tôt, Mike se tourne vers l'islam. Il adopte le nom de Malik Abdul Aziz. Ce n'est pas seulement un changement d'identité, c'est une tentative désespérée de reconstruire un homme en ruine sur des fondations spirituelles. Pour Tyson, la religion devient une ancre dans la tempête de sa propre vie. Il se plonge dans l'étude du Coran, cherchant à remplacer la philosophie de Machiavel par une quête de discipline intérieure et de soumission à une force plus grande que lui. Beaucoup crient au cynisme ou à la stratégie de communication. Mais pour Mike, cette conversion est un cri du cœur. Il réalise que sa force physique a fait de lui un roi, mais que son ego a fait de lui un prisonnier, bien avant d'entrer en cellule. La foi lui apporte une nouvelle forme de discipline, non plus pour détruire l'autre, mais pour tenter de se dompter lui-même. Pourtant, cette quête de lumière ne sera pas immédiate. À sa sortie de prison, Mike reste un homme tiraillé, entre le Malik en quête de sagesse et le Iron Mike assoiffé de vengeance. Cette dualité tragique, ce combat permanent entre l'ombre et la lumière, va définir toute la seconde partie de sa vie. Il quitte la prison avec un Coran dans une main, mais avec des vieux démons qui attendent toujours dans l'autre, prêts à ressurgir dès qu'il remettra les pieds sur un ring. Le point de non-retour est atteint lors de ses affrontements légendaires contre Evander Holyfield. En 1997, lors de leur revanche, Tyson est frustré, dominé, incapable de briser la volonté de fer d'Holyfield. C'est là que le monstre reprend le dessus sur le boxeur. Dans un acte de folie pure, Mike mord l'oreille de son adversaire, devant des millions de téléspectateurs horrifiés. Ce n'était plus de la boxe, c'était un cri de détresse d'un homme qui avait perdu le contrôle de sa propre philosophie. L'argent, ces millions de dollars accumulés par la sueur et le sang, s'est évaporé dans un tourbillon de fêtes, de manoirs et de tigres blancs. En 2003, le Kid Dynamite est déclaré en faillite. Il doit 23 millions de dollars. Celui qui voulait conquérir le monde se retrouve à faire des apparitions pathétiques pour payer ses dettes. Sa carrière se termine dans l'ombre en 2005 contre Kevin McBride. Tyson, épuisé, s'assoit sur le ring et refuse de continuer. Il n'a plus le feu, il n'a plus l'envie. Ce n'est pas McBride qui l'a battu, c'est le poids de sa propre vie. L'homme qui étudiait les conquérants avait fini par être conquis par ses propres démons. Pourtant, c'est peut-être dans cette chute brutale que Mike Tyson était redevenu humain. Il a dû tout perdre pour enfin comprendre que la plus grande victoire n'est pas de mettre un homme KO, mais de réussir à se pardonner à soi-même. Le prédateur de Brownsville est devenu un sage mélancolique, nous rappelant que même les dieux du ring peuvent enseigner. Aujourd'hui, Mike ne court plus à 3 heures du matin pour terrifier ses adversaires. Il ne cherche plus à être l'homme le plus mauvais de la planète. Le prédateur solitaire de Brownsville est devenu un sage écorché, un philosophe des temps modernes qui porte ses cicatrices comme des médaillés de survie. Il nous enseigne que la grandeur n'est pas un état permanent, mais une lutte de chaque instant.